le mec enlève sa veste. Et là, un immense t-shirt avec la tête de Johnny Hallyday. Je traverse la pièce mais en gueulant, en faisant des trucs vraiment très bizarres. Ah mais tu m'as vraiment fait peur en fait. D'une voix venue des enfers, il relève les yeux de sa caméra et fait « Si, je suis bulé ». En fait, le sol avait des vis, des clous, des trucs en tout genre qui font un tout petit peu mal aux pieds quand même. Bienvenue dans Sous Inspi, le podcast qui t'inspire. Ici, on parle de vidéos, de photos, d'effets spéciaux, en gros, tout ce qui touche à l'audiovisuel. On reçoit des invités passionnés et des experts du milieu pour discuter ensemble dans une ambiance chill et inspirante. Que tu sois pro ou amateur, on t'emmène avec nous dans les coulisses du monde de l'image au travers de discussions sincères et enrichissantes. Alors installe-toi confortablement Et laisse-toi inspirer. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Très content de vous recevoir aujourd'hui. Ça va, Adri ? Ouais, ça va, nickel. La semaine Story Club s'est bien passée ? Épuisante. Je peux confirmer. On est super heureux de vous accueillir aujourd'hui, Maureen et Diane. On vous a pas reçus dans ce podcast. Ça fait même pas très longtemps qu'on se connaît au final. Ça va, vous allez bien ? Ouais, super. Ouais, salut. Vous êtes Contente contente d'être là. de participer aujourd'hui. Nous, on est super ravis de vous avoir parce que vous avez un profil un peu différent de tous les profils qu'on a reçus aujourd'hui. Ouais. Pas vrai, Adri ? Ouais, clairement. D'habitude, c'est des techniciens. Aujourd'hui, on passe de l'autre côté de la caméra. Exactement. Donc c'est trop chouette, vous allez nous parler un peu de vos métiers, de vos expériences, on va discuter un peu justement du métier de comédien, d'artiste de talent, c'est plutôt cette facette-là. Nous on est souvent, comme Adri le dit très bien, dans l'aspect production, ici on passe de l'autre côté de la caméra, donc c'est très chouette. On peut peut-être commencer par, à notre habitude, un petit tour de table. Qui commence ? Comme tu le sens. Je t'en prie. Moi, c'est Diane. On ne se connaît pas non plus, Maureen, mais je suis ravie de te rencontrer. On se connaît, nous, sur base d'un tournage qu'on a fait ensemble tout récemment. Et pour moi, c'était assez neuf parce que de base, je suis artiste en art de la scène. Donc, en fait, je suis beaucoup plus dans le théâtre en tant que comédienne, assistante de mise en scène. Ça m'arrive aussi d'être dramaturge, de travailler à la prod, à la diffusion. En fait, j'ai plein de casquettes différentes. Et j'adore le théâtre, mais j'avais envie de me frotter un peu à un autre secteur. Et c'est comme ça que je me retrouve à commencer un peu dans l'univers audiovisuel avec vous. Donc ça a été un vrai plaisir de tourner avec vous il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Sinon, de mon côté, je fais partie d'une ASBL que j'ai fondée avec un ami, Benjamin Vansenbroek, qui s'appelle l'Alternative Compagnie. Et donc en ce moment, je suis surtout dans la prod de notre première création. D'office, on aura l'occasion, à fond, très stylé, on aura l'occasion de reparler et de la SBL et du tournage donc, que tu as mentionné, parce que c'était un chouette tournage qui est sorti maintenant, on peut le dire, ça a été secret pendant un grand moment. Le mais je vais tournage d'abord, pour Croix-Rouge, du coup. Ouais, c'est ça. Je vais d'abord laisser Maureen se présenter. Eh bien, enchantée également. Moi, je m'appelle Maureen et je suis comédienne. Alors moi, j'ai fait 3 ans de formation théâtre-cinéma. Il n'y a pas encore très longtemps, ça fait que 1 an maintenant que c'est terminé et que je suis vraiment activement occupée avec le cinéma. Voilà, je vous connais aussi d'un projet que j'ai fait, un chouette projet. On a hâte qu'il sorte, tu peux le citer, citer, il n'y a pas de souci. Pour le musée Cité Miroir, un projet sur la guerre. Ouais. Super intéressant. Et voilà. J'imagine que les questions vont venir après. Exactement. Oui, t'inquiète pas. Oui, exactement. On peut revenir justement, on parlait de ton ASBL, que t'étais un peu sur la prod du premier gros projet. Tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste et un peu les différentes facettes du projet justement ? Oui, alors du côté théâtre, peut-être que c'est différent par rapport à l'audiovisuel, mais quand on décide de créer une pièce de théâtre de A à Z et qu'on ne part pas d'un texte qui existe déjà, ça peut prendre du temps. Et là, en plus, on est 4 autour d'un projet. Donc, il y a Benjamin et moi, on est tous les 2 porteuses de projet. Et puis, il y a 2 comédiens et comédiennes qui nous ont rejoints. Et on a décidé de travailler en horizontalité. Et donc, démocratiquement, ensemble, à 8 mains, on est en train d'écrire le texte, de voir les scènes qui peuvent être intéressantes, de faire la mise en scène. Et dans tout ce travail-là, qui est plutôt de la créativité, il y a aussi tout l'aspect prod, diffusion. Et là, c'est Benjamin et moi qui sommes porteurs de ce projet au sein de l'ASBL qui nous collons à la tâche. Et donc, c'est un boulot à temps plein là, qui a débuté déjà il y a quelques années. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. On n'arrive pas à se rendre compte combien de temps, plus ou moins, ça peut prendre pour développer un projet comme celui-là. Oui, ici, en plus, on est sur un temps assez long parce que c'est un projet qui n'a pas encore reçu de financement suffisant pour nous rémunérer. Donc, on travaille quand on peut entre nos différents contrats. Et donc, je dirais que si je prends un moment clé de notre projet, c'était déjà il y a 2 ans, je crois.
Au moins 2 ans, oui. Et on espère pouvoir finir la création et être dispo pour septembre 26. Ok. Voilà, être pour les saisons 26-27, ce serait notre idéal. On croise les doigts pour vous. Oui, merci beaucoup. Et alors, moi, j'ai moins cette culture du théâtre. La finalité, c'est une représentation ou c'est une série de plusieurs représentations et ça se passerait où ? C'est quoi un peu l'aboutissant de ça ? Alors, dans l'idéal, dans le monde idéal, il faut que les programmateurs, les programmatrices soient intéressés par notre spectacle, donc que ce soit des centres culturels, des théâtres. Et donc, on propose notre pièce et ils l'insèrent dans leur saison. Donc il faut savoir qu'il y a un gros embouteillage au niveau culturel, art de la scène, et que maintenant les saisons sont très vite remplies. Donc voilà, si on espère pouvoir être sur la scène en 26-27, il est plus que probable que ce soit 27-28, parce que les saisons sont déjà remplies. Okay. Donc c'est un challenge, et donc le temps est vraiment long dans le domaine du théâtre. Il faut être patient, il faut être persévérant, mais ça vaut la peine. Et ça veut dire aller chercher tous les centres culturels qui reçoivent des centaines de mails chaque jour avec des invitations pour venir les voir en sortie de résidence, en représentation à tel endroit. Mais voilà, c'est pas évident. On se doute bien, un travail de longue haleine. Oui. Et toi, du coup, Maureen, par rapport à tes études, la notion de théâtre, elle te parle aussi ou... Oui, bien sûr. Ouais, j'adore les deux facettes. Okay. Et t'as fait du théâtre aussi ? Oui. Okay. D'ailleurs, dans ma dernière année de formation, j'ai fait moi-même, j'ai fait une adaptation d'un roman. Okay. Et donc j'ai monté la pièce et j'ai joué dedans également. Et franchement, c'est un côté que j'adore aussi parce que c'est pas le même ressenti qu'au cinéma. On peut pas comparer. Du coup, ouais. Et donc, vous avez toutes les deux touché à l'aspect production, si je comprends bien. Oui. T'as dit aussi gérer cet aspect-là, préparer. Oui. Après, moi, c'était pas dans le but de continuer par la suite avec le bien projet, sûr. Mais c'était un gros kiff de le faire et je pense que je serais capable de le refaire, mais alors avec une écriture personnelle. Okay. Parce que là, bien sûr, j'ai fait une adaptation d'un roman, mais bon, le roman, il existe, il y a l'autrice, etc. Mais là, j'ai déjà pensé à écrire moi-même quelque chose et de faire de toutes pièces par moi. Ok. Et pareil, question de débutant, mais qu'est-ce que ça implique la production d'une pièce en comparaison peut-être avec nous, notre expérience où on n'a jamais fait ça, où c'est plutôt produire du contenu cinématographique à destination de la publicité ou de la fiction. Mais vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi les tenants et aboutissants de produire justement une pièce de théâtre ? C'est large, ça dépend tellement de l'objet, du but recherché. Mais je dirais que dans la prod, en tout cas pour ma part, c'est beaucoup... c'est gérer des plannings, évidemment, des tonnes de plannings. C'est voir, mettre en place les moments de création qui vont se faire. Or, dans le théâtre, si on veut créer, il faut un plateau. Et s'il faut un plateau, il faut trouver un lieu qui veut bien nous accueillir. Donc ça veut dire se mettre en chasse des résidences, qui est un défi en soi. D'ailleurs, si quelqu'un cherche qui a un lieu en résidence à proposer, on est preneur. C'est vraiment compliqué, beaucoup de listes d'attente, d'appels à candidature. Donc déjà, la prod consiste aussi à remplir beaucoup de formulaires. C'est aussi créer un budget prévisionnel, aller aussi au-devant des différentes possibilités de financement, donc déposer des dossiers à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la Loterie Nationale, voir s'il y a du mécénat privé qui pourrait être intéressé. Donc recherche d'argent, recherche de lieux. Et puis après, c'est contacter des scénographes, des costumiers, costumières, voir au niveau des accessoires, éventuellement maquillage. Tout ça, c'est dans l'optique où on a un bon budget et qu'on peut prévoir tout ça. Sinon, c'est beaucoup du fait maison et on fait comme on peut. Voilà. Ça, c'est pour une toute petite partie de la prod. Et toi, c'était un peu similaire dans ton cas, quand c'est pour ton projet ? Il y avait un peu ces aspects-là qui revenaient aussi ? Oui, bien sûr. Après, on était encadré vu que c'était encore dans le contexte de l'école. Donc, on avait des lieux à disposition, etc. Mais oui, quand elle parle de planning, je me suis arraché des cheveux à pouvoir réunir tout le monde au même moment. Parce que tout le monde a déjà ses activités sur le côté. Bien sûr, on ne fait pas que ça. On aimerait, dans le monde idéal, on ferait que ça. Mais on ne peut pas parce qu'on doit trouver un travail, on doit avoir de l'argent pour justement payer tout ça. Et du coup, réunir... Moi, j'avais énormément de comédiens. On était 7 dans ma pièce. Mais pour réunir 7 personnes au même moment, plusieurs fois par semaine, c'était très compliqué. Oui, c'est ça. En plus, c'est pas en one shot. Parce que nous, pour le coup, on a un peu ce parallèle avec les tournages. On doit parfois, ici, je pense à la prochaine production où on est 16 sur le plateau. Il faut arriver à coordonner 16 personnes. En plus, 3 jours d'affilée. 3 jours d'affilée. Donc, c'est aussi...
pour ça que j'ai une casquette, on s'en arrache les cheveux, c'est sûr et certain. Nous, on a l'habitude de nous dire, quand on travaille dans la prod, qu'on a toujours des casquettes. En fait, c'est parce qu'on s'arrache les cheveux, c'est pas parce que ça nous donne un style. Mais cool, merci. C'est vrai qu'il y a quand même quelques parallèles par rapport à nos tournages, même si on se rend bien compte que c'est totalement différent. Toi, tu t'es déjà intéressé au monde du théâtre ? T'as déjà fait quelques pièces, toi ? Moi, je suis jamais allé. Des pièces ? Oui, j'ai été les voir. Je suis monté sur scène, toi aussi d'ailleurs, Benjamin. Mais voir des pièces. J'ai été voir une pièce de Jaco van der Maal. Ok. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. True Blood, je crois que c'était. Avec les doigts. Oui. Magnifique. Pour moi, c'est même plus une pièce, c'est quasiment du ciné parce que, en gros, il y a une projection dans le fond de la scène. Il y a une caméra en direct qui filme les performances des acteurs et ils font toutes leurs scènes avec leurs doigts, leurs mains, etc. Et en gros, c'est un tournage d'un plan séquence en direct devant toi. Ouais. C'est une dinguerie, quoi. C'est vraiment trop chouette. Et puis, plus jeune, j'avais des amis qui faisaient du théâtre en secondaire et chaque année, ils avaient une pièce de fin d'année. Donc, grâce à ça, j'ai pu voir jouer pas par... j'ai pu voir des scènes de Laurent Ruquier et Laurent Baffy, des pièces de théâtre de chez eux qui étaient vraiment sympas. C'est souvent des huis clos franchement, c'était vraiment sympa. Et ça m'a toujours attiré. Après... Nous, pour le coup, on est derrière la caméra, mais on aime bien passer de temps en temps devant, juste de temps en temps. Et du coup, les quelques notions de théâtre qu'on a pu avoir, que ce soit au travers de notre expérience dans le stand-up ou autre, c'est toujours chouette d'avoir ce petit bagage derrière nous, quoi. Et puis, il faut savoir aussi diriger les acteurs. Donc, avoir cette expérience-là, c'est toujours chouette. Ah, c'est sûr que je pense qu'on l'a déjà dit dans un épisode, mais l'expérience très courte de stand-up qu'on a eue, ça nous a fait nous rendre compte de choses bien spécifiques par rapport à... On avait un coach qui nous dirigeait sur scène, les répète avant le spectacle. C'est plein de notions qu'on n'avait pas forcément pour diriger des comédiens, comédiennes, qu'on a subi, je vais dire ça comme ça. Dans quel sens ? Le coach nous faisait des remarques par rapport à la manière de se tenir, des remarques qu'on a reçues super positives, pas des remarques négatives. Et du coup, mine de rien, c'est quand même un bagage pour nous de nous dire, ok, même si c'est pas des planches et c'est pas une scène de théâtre, mais dans un plateau de tournage, il y a des choses qu'on a gardées de ça et qu'on a eu un enseignement, et c'est là où je voulais en venir. C'était pas très clair, mais c'est là où je voulais en venir. Pour remettre donc tout le contexte pour les gens qui ne le savent pas, donc Benjamin et moi l'année passée on s'est inscrits à des cours de stand-up. On a eu une dizaine de cours qui nous ont permis d'écrire notre propre sketch, et la finalité c'était de monter devant 250 personnes pour un sketch de 8 minutes sur scène. Et pour le coup, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai adoré l'expérience, mais je ne le referai pas parce que moi je voulais le faire une fois dans ma vie. J'ai adoré de A à Z, et on a des souvenirs de dingue, des moments de fou rire au cours et tout, géniaux. Même le soir même, c'était super stressant, mais c'était un bon stress. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de forcément poursuivre. Je l'ai fait, je suis très content de l'avoir fait, et voilà. Et peut-être que j'assume pas entièrement mon passage sur scène. À voir. Un petit extrait. Très court. Non, mais c'est chouette parce que finalement, vous vous êtes confronté à la réalité des comédiens, comédiennes, et en même temps, vous avez pu avoir bénéficié de conseils, donc ce que vous appelez un coach, une sorte de metteur en scène qui vous a aidé à vous placer, à pouvoir dire aussi votre texte de la bonne manière, avec les bonnes intentions. Et donc vous vous frottez finalement à notre univers. C'est ça. Ouais, je pense que, effectivement, il faut un peu toucher à toutes les facettes du métier pour bien comprendre comment ça fonctionne et être le plus productif possible, quoi. Clairement. Je trouve ça vraiment bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et surtout avec ce que tu viens de dire, là, Maureen, parce que de base, aussi bien Benjamin que moi, on est des self-made men, donc on a fait tous les petits niveaux de production, que ce soit de base juste... apporter le matériel, etc., jusqu'à finalement être réalisateur, co-réalisateur et directeur de la photographie. Et c'est vrai que très peu se disent, à un moment, il faudrait peut-être que je me mette devant pour savoir ce que ça fait d'être devant. Et le fait d'avoir été un peu dans ce cas-là, ça nous a permis de nous rendre compte de plein de choses, où on sait aussi... j'ai l'impression on ressent aussi plus facilement les limites de la personne en face. On va pas la pousser, on va essayer de la pousser au maximum de ce qu'elle peut, mais quand on sent qu'on va la sortir de sa zone de confort, on va très vite arrêter parce qu'on veut pas être la personne qui l'a mis mal à l'aise ou quoi. On aime bien que toutes nos ambiances de tournage soient chill, sympa, safe, etc. Donc ça, c'est sûr que
on se projette souvent en face et on se dit on peut pas faire subir ça, alors que nous, on ne le subirait pas nous-mêmes, quoi. C'est sûr. On parlait de... Oh pardon, t'allais dire quelque chose, Diane ? Oui, mais je sais pas si tu as aussi ressenti ça, Maureen, mais moi, lors du tournage que j'ai eu avec vous, je me suis sentie complètement en sécurité, justement, avec un accompagnement qui était là. Ouais, le thème était bien choisi, mais j'ai senti cette sorte de bulle de sécurité, de confiance mutuelle, de dialogue, qui faisait que, en tant que comédienne, je me sentais vraiment en collaboration étroite. Et ça a beaucoup joué à la réussite de la journée. Bah, c'est sûr que les tournages vos 2 tournages n'avaient rien à voir. Pour le coup, tantôt on parlait de Cité Miroir. Pour recontextualiser en 2 mots, le tournage qu'on a fait ensemble pour le musée, on était en studio, nous, avec la possibilité de refaire autant de prises qu'on voulait. Avec un long texte. Avec un long texte, surtout toi tu étais la personne qui avait le plus de scénettes à jouer, avec le plus de dialogue. D'ailleurs nous on a passé la journée ensemble alors que le reste des comédiens étaient arrivés l'après-midi. Ouais. Et alors on expliquera en 2 mots après le tournage Croix-Rouge qui était totalement différent pour le coup, qui n'avait rien à voir. Toi c'était quoi ton feeling sur ce tournage justement Moi j'ai eu un très bon feeling, j'étais contente à la fin de ma journée. Chouette. J'ai dit bonne réussite. Cool. Le projet, comme tu disais au début, est vachement cool. Comme je ne sais plus qui de vous deux l'a dit. La finalité est chouette parce que c'est pour la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y avait des costumes, c'est toujours chouette d'avoir cet univers-là. Je trouve que, particulièrement, vous deux, les productions qu'on a fait avec vous, c'est des productions qui s'approchent le plus du théâtre. Parce que toi, c'était avoir un texte et être face à nous, etc. Parce que en public, et toi, Diane, ça s'approchait un peu plus de l'impro. Oui. Mais on a fait des prods avec d'autres acteurs où c'est juste... c'est très bien, tu vas reboire une deuxième fois. Du coup, je trouve que vous, il y avait vraiment tout cet aspect de jeu qui était vraiment très important, aussi bien l'une que l'autre, dans les réalisations qu'on a fait ensemble, quoi. Après, j'avoue qu'un projet comme le vôtre, je l'avais pas encore fait dans le sens où là, c'était vraiment derrière un green key. Ouais. Et j'ai dû m'imaginer qu'il y avait un décor autour et que je parlais vraiment à quelqu'un. Donc, je jouais pas vraiment directement avec quelqu'un. Ça rendait le truc un peu plus difficile, entre guillemets. C'est sûr. Mais bon, ça, c'est le métier de comédien, c'est de s'imaginer que tu réponds à quelqu'un. Mais c'est vrai que jouer dans des vêtements d'époque devant un écran vert, c'était bizarre. C'est particulier. Je me doute. Et en plus, surtout le matin pour toi. Le matin, tu as passé la session toute seule. L'après-midi, tu avais d'autres comédiens avec toi, avec qui tu as pu avoir des échanges et tout. Donc ça, c'était cool. Mais le matin, tu étais toute seule devant un fond vert et on se mettait comme ça pour regarde-nous, tu joues avec nous. C'est la guerre. Il y a juste un écran vert. Oui, c'est vrai. Mais franchement, c'était chouette. Nous, on a adoré l'expérience. C'est vrai, la journée s'est super bien passée. Forcément, il y a eu des hauts et des moins hauts, on va même pas appeler ça des couacs, mais globalement on est super content et on est toujours en train de bosser sur la post-prod qui prend un bon moment parce qu'il y a beaucoup de taf, notamment de par ces fonds verts où il y a des FX à créer, il y a des décors à recréer en compositing et compagnie. Donc c'est ça. En fait, pour t'expliquer, Diane, la finalité, au-delà du fond vert, etc., il y aura par moment plusieurs écrans dans une même pièce et donc les écrans se répondent les uns aux autres. Et donc des fois on devait faire jouer quelqu'un seul, comme si elle s'adressait à l'écran d'en face, mais donc ces 2 scènes étaient tournées séparément. Et donc il faut qu'on ait quand même un bon répondant les uns aux autres. Mais ces gens-là ont dû jouer devant personne, entre guillemets. Donc c'est nous qui donnions la réplique le mieux possible avec nos peu de compétences théâtrales. Mais tout le challenge, c'était d'avoir quelque chose de cohérent et de pas sentir justement cet aspect digital et on communique à travers les écrans. Parce que ce projet, c'est un peu ça. Ça confronte l'époque Deuxième Guerre mondiale avec quelque chose de très digitalisé de par les écrans, de par l'intégration de FX et tout, sur l'aspect production, je veux dire. Oui, clairement. Et il reste une dernière partie qu'on va filmer le mois prochain. Pour le coup, la comédienne aussi, on va lui souhaiter un bon courage parce qu'elle va être dans une pièce recréée en studio. Et au centre, il va y avoir une caméra 360 et c'est la seule chose, la pièce sera fermée, etc. Donc elle n'aura pas beaucoup accès à nous. Même pour nous la guider, ça va être assez sportif sur ce tournage. Donc, c'est ça. Oui, beau challenge. Particulier, quoi. Ouais. Cette année, ça aurait été... l'année des challenges. C'est l'année des challenges, quoi. Ouais. Par rapport aux productions qu'on avait les années précédentes où on bossait à 2, où c'était, je vais appeler ça plus traditionnel. Cette année, il y a les plus grosses productions, elles ont été... ça a impliqué des choses sur lesquelles on a moins l'habitude de bosser. Ouais. Justement, on peut en parler de cette production Croix-Rouge qui est sortie maintenant.
Je sais pas si tu as un peu suivi, mais on fait 2 caméras cachées pour la Croix-Rouge de Belgique. Non, ça je n'ai pas vu. Et du coup, c'est Diane qui jouait dans l'une des 2, celle pour la partie entreprise. Et c'est un peu ce qu'on disait en comparaison avec le projet Cité Miroir où c'était en studio, mais là, on devait cacher les caméras. Et on a eu 4 prises avec donc 4 caméras cachées différentes. Et donc, à chaque fois, les intervenants qui se faisaient piéger, Diane, c'était de l'impro, quoi. Tu peux un peu expliquer comment tu as vécu, justement, c'est chouette d'avoir ton point de vue là-dessus. J'ai adoré, franchement, c'était top. C'est vrai que c'est un peu perturbant parce que j'étais censée jouer une conférencière qui accueille des personnes dans leur entreprise pour leur expliquer, je ne sais même plus le sujet, je crois que c'était diminuer les risques d'accident au travail, un truc comme ça. Ce qui était un peu perturbant pour eux, c'est qu'ils rentraient, ils étaient très peu nombreux, 4, 5, et il y avait déjà 2 caméras dans le fond de la pièce, donc il fallait que moi j'arrive à les détendre en disant c'est pour nous, c'est pour de la pédagogie en interne, des choses comme ça. Les mettre à l'aise, commencer la formation en faisant un tour de table, en mettant vraiment en contexte pour que la confiance se mette en place et qu'il y ait un échange sympa. Et puis je devais m'évanouir. Voilà. Un moment clé, il fallait absolument que je tombe parce que eux devaient ce qui était intéressant de filmer, c'était leur réaction par rapport au fait que quelqu'un devant eux tombe dans les pommes, s'évanouit, s'écroule à terre. Et donc tout le challenge était qu'ils y croient. Et ça a été vraiment compliqué. Vous êtes un peu arraché les cheveux. On a dû adapter entre les prises pour essayer d'être au plus proche. Essayer d'être le plus crédible possible. Et donc oui, c'est vrai que mon texte a été sans cesse changé. En fait, de base, il n'y avait pas de texte, donc c'est moi qui me suis fait un petit fil rouge pour essayer d'être cohérente. Et puis, j'ai adapté ce fil rouge pour essayer de convaincre les personnes qui étaient piégées. Et puis après, mon challenge personnel, c'était de réussir à tomber aussi, sans trop me faire mal, et que ce soit crédible. et accepter de me faire manipuler par des gens qui essayaient de me mettre en position latérale de sécurité, ou pas, qui me prenaient la tête, qui lâchaient ma tête sur le sol, qui bougeaient mes bras. Et en même temps, je savais que je pouvais être totalement en confiance parce que Benjamin et Adrien étaient là. Et après 1 minute max, ils rentraient dans la pièce et faisaient en sorte que tout s'apaise. Il y avait le Sisu qui était présent. Enfin, c'était méga bien encadré, quoi. Mais c'est une expérience d'improvisation qui est assez dingue, qui m'a rappelé un peu le théâtre de rue par certains aspects. J'ai déjà eu plusieurs expériences dans le domaine. Et voilà, c'était très gai, en fait. Ça a l'air en tout cas. J'aurais kiffé faire aussi, je pense. Peut-être qu'un jour on en refera, mais il va falloir nous laisser un petit peu le temps. Parce que pour nous c'était moins gai sur le moment. Tout le but de ce projet, c'était de la sensibilisation, là pour le coup en entreprise. Et au final, on est super contents des résultats et de la tournure. Et Croix-Rouge nous a dit qu'ils étaient super contents de comment ça avait tourné de A à Z. Mais c'est vrai que ça a été une orga vachement compliquée, une mise en place en tout cas. On parlait tout à l'heure de production, de cet aspect qu'on avait dans nos projets, que ce soit au théâtre, que ce soit dans les prods audiovisuels. Pour le coup, celle-là spécifiquement, elle était bien costaud. Bien costaud, ouais. Est-ce qu'on se raconte des petites anecdotes liées à nos boulots ? On a des chouettes anecdotes à vous raconter, des assez marrantes, je trouve. Vas-y, je suis curieuse. Je commence ? Ouais, vas-y Ben. Ok. Vous allez voir, il y a une notion qui va vous parler, à vous deux. À toi aussi, mais oui. Voilà. En gros, avant qu'on s'associe et qu'on bosse ensemble tous les jours chez Story Club, j'avais mon activité de freelance et donc j'étais amené des fois à avoir des tournages où j'allais tout seul. Parce que ça impliquait pas d'être plusieurs, c'était un peu plus du reportage et donc on a moins besoin de reportage sans interview. J'allais avec comme un grand, avec ma caméra, avec mon stabilisateur et je captais un peu ce qui se passait et là on était dans le milieu médical et donc je devais filmer, le médecin était au courant, les patients étaient au courant, mais je devais filmer une vraie consultation sans le son pour les informations sensibles, mais simplement je devais avoir des images d'illustration qui exprimaient les 2 patients rentrent dans le cabinet, il s'assoit devant le médecin qui était un chirurgien si je dis pas de bêtises et c'était un peu le pré-opération, on vous explique comment ça va se passer et le but, la finalité c'était une capsule pour un domaine spécifique justement du monde médical. Et donc le chirurgien est au courant, je suis déjà dans la pièce, il est assis à son bureau, comme je dis en reportage, faites comme si j'étais pas là. Les 2 patients sont au courant que je vais rentrer, qu'ils vont rentrer, qu'il y aura un caméraman qui sera là. Je les préviens, je dis ne faites comme si je n'étais pas là, quoi. Tout le monde est au courant, tout le monde sait ce qui va se passer. Et alors là où je dis que ça va vous parler, nous une chose qu'on dit à chaque fois à nos que ce soit figurants, silhouettes, comédiens, comédiennes, etc. On leur dit le jour du tournage,
au niveau du stylisme, pas de grosses marques, pas de vêtements, le plus neutre possible, parce que ça déforce le message qu'on veut mettre en avant. Forcément, mes 2 patients ne sont pas au courant de ça, vu que c'est des patients qui viennent à un vrai rendez-vous, c'est pas des figurants, quoi. Ils rentrent, très bien, ils ont leur veste, il faisait encore relativement froid à ce moment-là. Et donc moi je suis concentré, je suis en train de les filmer, ils s'installent, le plan est chouette. Le mec, c'était un mari et sa femme, le mec enlève sa veste, et là, un immense t-shirt avec la tête de Johnny Hallyday, mais énorme, quoi. Genre c'était pas une petite tête avec le logo, quoi. Vraiment la tête est gigantesque. Le mec avait une sacrée carrure, c'était par rapport à moi forcément, mais le mec était bien basé. Et la tête de Johnny, genre, le plan ne marche pas, quoi. Ça attire trop l'attention. Je me dis, c'est pas grave, je vais profiter qu'ils s'installent encore, je vais me mettre dans leur dos et on va simplement filmer le chirurgien qui leur dit, installez-vous et on va les voir de dos, c'est pas grave, il y aura pas ce côté humain de leur visage, mais tant pis, de toute façon, c'est un one-shot, j'ai pas le choix. Je bouge avec ma caméra en quelques secondes. Et là, la tête de Johnny dans le dos, la même mais en miroir. Oh non. Du coup, je suis sorti de la pièce et les clients qui m'attendaient dehors pour pas polluer le plan me disent ça y est Ben, t'as déjà filmé, ça allait quand même vite. Et du coup je leur montre les images et je leur dis on peut pas sortir ça marche pas. Et du coup avec ces clients c'est devenu un peu un running gag à chaque projet de dire pas de t-shirt Johnny, quoi. S'il vous plaît. Et anecdote dans l'anecdote, un peu plus tard dans l'année pour un shooting photo où j'étais aussi en solo, on devait pour le service des urgences là. Ouais c'est ça, on devait shooter des portraits individuels et il y a un mec qui est venu avec un pull Shrek. Ah purée. Le pull tout blanc mais Shrek. Ouais. Échec. Pour le coup petit coup de Photoshop parce que pas le choix. malheureusement j'adore un pull Shrek, je trouve ça génial, je mettrais ça dans la vie de tous les jours pour aller mais là pour le projet très corpo que c'était un peu les beaux portraits d'équipe, quoi, vous voyez, là, et c'est individuels. Il a fallu photoshopper ça, quoi. Donc voilà, je trouve ça assez cocasse, quoi. Ouais. Et vous avez des petites anecdotes de vos projets, de vos que ce soit en théâtre ou tournage? J'en ai pas énormément, je dois dire. Vraiment des trucs méga drôles. Alors, c'est pas forcément. Ça peut être une anecdote sympa ou ça peut être un bon souvenir. Moi, mon beau souvenir, c'est un de mes castings préférés que j'ai fait. C'était quand j'ai dû interpréter La Folle dans un hôpital psychiatrique. Parce que ça a marqué l'agence chez qui j'avais fait le casting. Parce qu'en fait, du coup, j'ai dû vraiment jouer La Folle pendant le casting. Et même le jour d'aujourd'hui, quand je retourne chez eux faire le casting, ils se rappellent de moi. Parce qu'ils disent « Ah oui, c'est toi qui as fait La Folle !» Parce qu'en fait, pendant le casting, on m'avait demandé un truc tout simple. On m'avait mis dans le coin d'une pièce et il y avait une table à l'autre côté. Et on m'a dit « Tu vas traverser la pièce, mais tu veux pas aller à cette table. Tu veux pas. » Et du coup, je dis « Ok, vas-y. » Je traverse la pièce, mais en gueulant, en faisant des trucs vraiment très bizarres. Mais je me suis laissée aller. Hein. Je suis une folle. Donc. Et du coup, je l'ai fait. Et le mec, il m'a regardé, m'a dit « Ah, mais tu m'as vraiment fait peur, en fait. » Et du coup, je dis « C'était un peu le but, non ?» Et du coup, là, maintenant, même un an après, il s'en rappelle encore. Il est « Ah oui, mais je me souviens. C'était un de mes castings préférés, il m'a dit. » Attends, là, j'ai une question. Est-ce que tu as réussi le casting ? Oui. J'ai joué La Folle. Après, oui. J'ai fait La Folle. Et ça s'est très bien passé pendant le tournage aussi. Le réal, il était super content. Tout le monde avait peur. Oui, c'est ça. En fait, t'as dû franchement. doser un peu plus bas pendant la prod, du coup? Pardon? Pendant la production, t'as dû doser un peu plus bas ou t'étais au même niveau que Alors, pendant ton casting? c'est une bonne question. Parce qu'on a fait la prise plusieurs fois, vu qu'il y a eu les angles. Ouais. Et il y a des fois où il m'a demandé vraiment d'y aller à fond pour le son. Mais il y a des fois, il m'a dit canalise ton énergie parce que tu vas devoir le refaire pas mal de fois. Et j'avoue que vu que je donnais tout, et en plus c'était pour une série d'époque, Okay. et c'était encore l'époque dans les hôpitaux psychiatriques où ils attachaient les gens sur les lits. Ah ouais. Et du coup, moi, ils m'ont attachée sur le lit, mais je me suis donnée tellement à fond que je m'étais ouvert le poignet en fait. Du coup, il m'a dit canalise ton énergie. Mais oui, du coup, on l'a refait. De temps en temps, je devais faire semblant de crier ou très doucement et des autres fois, je devais faire plus fort. Ok. Mais c'était vraiment une chouette expérience. Ça devait. Et à refaire. Franchement, c'est vraiment le truc que j'ai préféré faire. Ok. Et les films d'époque, j'adore. Et en français, tu l'as fait? Non, c'est une série allemande. Ok. Mais vu que je suis folle, on s'en fout de ce que je dis. Oui, c'est vrai. C'est pas entièrement faux. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je me disais... Ouais, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je voulais rajouter un truc.
et j'ai perdu. Pas grave. Si ça te revient, revient, interromps-nous. tu l'attraperas au vol. Ouais, je sais plus. En tout cas, ah oui, c'était chouette. Mais du coup, vu qu'on est en Belgique et les castings, je sais pas si tu es au courant, mais en tout cas, on est vite au courant du casting de nanana. Ça fait vite le tour, quoi. Il n'y a pas énormément de casting en Belgique, on va pas se mentir. Et du coup, j'avais une pote qui m'avait demandé, tiens, t'as vu le casting pour La Folle dans l'hôpital psychiatrique et tout? Et je dis oui, en effet, je l'ai passé. Elle m'a dit, ah oui, moi, je l'ai pas passé parce que je me sentais pas, genre... assez confiante pour le faire. Et moi, je lui ai dit, mais en fait, je n'irais jamais dire que je suis méga confiante ou quoi, mais je me suis dit, moi, justement, j'ai pris ça comme une opportunité parce que je me suis dit, la folle, tu peux rien faire de travers, en fait. Est-ce que tu as déjà regardé une folle en disant, elle est bizarre? Non, elle est bizarre d'office, donc en fait, tu fais ce que tu veux. Donc pour moi, j'ai pas du tout eu cette peur en mode, j'ose pas le faire parce que je me dis, je peux faire n'importe quoi, on va pas me juger parce que je suis folle. Moi, j'ai justement vu ça différemment et ça m'a étonnée qu'on m'a dit qu'il y en a des qui n'ont pas osé faire le casting en disant oui, j'ose pas parce que c'est trop grand à faire ou trop difficile, mais justement, faire la folle, c'est ce qu'il y a de plus facile parce que tu fais ce que tu veux et tu te lâches et en fait, on peut pas te juger parce que tu es folle. Ouais, tu peux t'éclater à fond, mais sans zéro limite. Et donc, moi, j'ai trop kiffé, ça m'a étonnée qu'on me dise ça. J'ai pas osé le faire et du coup, je suis là, justement, tu peux faire ce que tu veux, tu te trouves par terre, tu te cries, Enfin, je vais pas dire des trucs très chelous, mais on peut faire tout ce qu'on veut et de toute façon, on est folle. Donc, voilà. Je me demandais, on parlait du casting, c'était pour un casting allemand. Toi, t'es néerlandophone de base? Oui. Et du coup, tu fais aussi des castings en néerlandais et en français? Oui, c'est ça. Ok. Je fais néerlandais, français, anglais. Ouais, ok. Tout ce qu'il y a, je fais des castings. Et alors, il y a aussi cette particularité qu'il y a pas mal de castings néerlandophones qui font appel aussi à des francophones. Donc, j'ai quelques agences comme ça, Plic-Ploc, qui me contactent en me disant viens chez nous, teste. Et j'ai parfois quelques phrases en néerlandais. Et si ça passe pas, je sais qu'il y a aussi doublage, qu'il y a moyen de récupérer le bazar, quoi. Ouais, Ok, merci, chouette anecdote. Adri, Diane, qui se lance? Comme tu veux, Adri. J'en ai une, elle est toute simple, mais comment? Donc on était sur un projet pour Visite Wallonia. On devait tourner, en fait, on devait remplir la banque d'images de Visite Wallonia. Chaque année, ils font ça, ils prennent des prestataires, on fait un panel avec des acteurs et des figurants. On va avec eux dans des endroits iconiques de la Wallonie et on filme des plans avec eux. Et du coup, après, eux, ils ont une banque d'images qu'ils peuvent utiliser pour leur réseau, etc. Quand ils doivent promouvoir, j'en sais rien, un château à Dinan, ils savent qu'ils ont des images en photo et en vidéo et ils les balancent, quoi. Et à l'époque, moi, j'étais caméraman et toi, tu étais photographe. Sur cette prod, ouais. Sur cette prod, ouais. On a plein d'anecdotes de cette prod. Celle-là, elle est infinie. Elle est infinie, celle-là. Mais pour le coup, donc on avait une première journée avec 3 figurants adolescents à Namur, où on faisait un peu tout le tour de Namur avec eux. On avait une deuxième journée avec un faux couple, là plutôt dans la région de Dinan, plutôt visite de château, vignoble, etc. Et on avait une troisième journée avec un papa et ses 2 filles dans les Ardennes. Et nous, les 2 premières journées, tout s'était très bien passé. Et là, le papa dans les Ardennes nous a avoué au matin que les Ardennes, c'était un peu loin et qu'en arrivant, il était un peu fatigué, quoi. Donc on dit, t'inquiète, pas grave, on va te donner du café et tout ce que tu veux. Fais ce que tu as besoin. Si tu veux prendre du temps pour aller marcher ou pour te poser un peu avant qu'on commence, il n'y a pas de souci. Il dit, oui, ça va aller, etc. D'ailleurs, Raph, que tu as connu sur le tournage Croix-Rouge, était avec nous sur cette prod. Et un de ses rôles, c'était un peu le energy manager et de faire en sorte que tout le monde soit dans le bon mood pour les plans, quoi. Ouais, et de veiller à ce que tout le monde ait ce qu'il lui faut aussi. Vous l'avez drogué au sucre, c'est ça? Qui, l'acteur? Tu vas voir, j'aurais aimé. Et au fur et à mesure de la journée, tout se passe assez bien. Pour le coup, les 2 petites gamines n'avaient aucun manque d'énergie, n'avaient pas besoin de sucre. Elles pétillaient, elles sautaient dans tous les sens, etc. Jusqu'à, on est arrivé ça s'appelle le parc
Chlorophylle. C'est un parc dans les Ardennes où il y a un peu pleine de jeux, visite de la nature, découverte de petits... franchement, assez bien à faire avec des enfants. Et nous voilà juste à côté de l'endroit où on a mangé sur le temps de midi et avec, moi j'ai toujours appelé ça une toile d'araignée, les fameuses structures avec toutes les cordes dans tous les sens. Je dis, trop cool, les gamines vont monter et toi assieds-toi sur le banc et je vais te prendre derrière et je vais filmer les gamines et toi tu les encourages et tout, au moins le plan sera sympa. Et toi, tu étais monté dans le... Moi, j'étais monté dans l'araignée pour faire des photos des petites qui grimpaient pour avoir des contre-plongées. Et très vite, je suis dans le plan d'Adri, donc je fais mes quelques photos et je te rejoins. Ouais, et puis Ben me rejoint. Et alors, je dis, nickel les filles, montez jusqu'à cet endroit-là. Au moins, là, votre papa, il vous cache pas. Allez, placez-vous là. Et puis, je dis... Est-ce que tu veux bien, je vais pas te dire son nom du coup, mais je vais dire Jean-Paul. Jean-Paul, est-ce que tu veux bien te décaler un peu sur la droite ? Jean-Paul, tu veux bien lever un peu ta main pour... Eh oh, Jean-Paul, j'arrive devant lui, il était en train de dormir. Ça va être un peu plus compliqué. Donc je l'ai réveillé gentiment et on a continué la journée, mais pour le coup, il était épuisé. Donc c'était ma petite anecdote de tournage. Et pour l'anecdote dans l'anecdote, Visit Wallonia a quand même reçu ces plans-là parce que les plans étaient jolis. Et donc il y a des images qui ont été diffusées sur les réseaux de Visit Wallonia où l'acteur est en train de dormir pendant le plan. Juste ça passait bien de dos quoi. Toi, ça se voyait pas. Oui. Excellent. Et toi, Diane ? Moi, c'est une anecdote qui remonte à quelques années, mais à laquelle je repense avec un sourire aux lèvres. C'était pour un projet où là, je jouais. J'étais sur scène. Et c'était une pièce de théâtre qui était destinée à tourner en Wallonie pendant les mois d'été. Et on allait dans des endroits un peu partout, quoi. Parfois dans des jardins, parfois dans un centre culturel avait acheté le spectacle. Et on était 3 sur scène. Et là, pour le coup, on était allé près de Namur, sur le site de la compagnie Vivre en Folle, qui est une très chouette compagnie, qui fait beaucoup de théâtre jeune public aussi. Et 5 minutes avant de commencer, j'étais dans la loge. Il n'y avait pas vraiment de scène, on était dans un jardin en fait, ou plutôt un très grand jardin, où vous avez l'habitude de monter des tonnelles, de faire des chapiteaux, des choses comme ça. Et 5 minutes avant, donc je sors de la loge qui était à l'étage, je dévale les escaliers et en fait je me casse royalement la gueule dans les escaliers parce que j'avais des petits escarpins à talons vintage. Et le mot vintage était vraiment adapté parce que pas de première jeunesse et en fait mon talon s'est arraché. Ah ouais. Donc voilà. Et comme on allait jouer 5 minutes après, pas le choix, pas de chaussures de rechange, rien du tout. En plus on n'était pas... Enfin voilà, j'étais entre guillemets en pleine cambrousse. J'ai joué à pieds nus. Et donc, j'ai joué dans l'herbe. Sauf que ce que je n'avais absolument pas prévu, c'est que cette zone herbeuse était visiblement très souvent utilisée pour monter des constructions. Peut-être des roulottes ou des choses comme ça. Donc, en fait, le sol, à des endroits inattendus, avait des vis, des clous. Des trucs en tout genre qui font un tout petit peu mal aux pieds quand même. Et j'avais un personnage qui était nerveux. Genre vraiment inquiet, et qui courait beaucoup. Et donc je pense que mes partenaires de jeu m'ont jamais vu sautiller autant que pendant cette représentation-là, parce qu'en fait, je devais calculer mon coup. C'est vrai, ok, là, il n'y a pas trop de vis, clac. Ah si, il y avait une vis, allons par là. Et donc c'était challenge pendant... c'était une petite pièce, je crois que ça durait 1h10. Ouais, quand même. Mais, purée, j'ai senti là, tout le risque qu'il y avait, parce que si j'atterrissais trop fort sur mes pieds, mais je savais que j'avais quelque chose qui pouvait me rentrer dans le pied, et là, c'était foutu. Et donc, voilà, c'était le petit challenge, les imprévus qu'on peut avoir. C'est-à-dire que tu es habitué au tournage dangereux, du coup. Oui. Voilà. Ça, et les chutes des Croix-Rouges. Ouais, c'est ça. Oui. Je m'adapte, quoi. Je sais vraiment bien m'adapter. C'est un business à prendre comédienne, À cascadeuse. De cascadeuse, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, après, j'avoue que, voilà, après, j'en ai beaucoup ri, mais sur le moment, j'étais compliqué. Je m'en doute. Mais c'est vrai que pour la Croix-Rouge, je m'en suis pas trop mal tirée. Ouais, non, et t'as eu la chance, c'est que tous ceux de Croix-Rouge étaient là avec les packs, etc. Tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Ouais. Je vous l'avais promis, il y avait la petite anecdote au moment où on a dû relancer les caméras sur le fait d'être bullé. En gros, déjà, en quoi ça consiste pour les novices
ce que c'est de buller une caméra, c'est d'avoir la caméra à niveau. Donc, on règle la caméra pour qu'elle soit bien droite par rapport au niveau du sol. Et on était sur un tournage avec Benjamin, avec un opérateur externe avec qui on n'avait pas encore bossé. C'était la première fois qu'on bossait avec lui. Et la journée était rush. Je ne vais pas donner trop de détails pour ne pas trop savoir ce qui se passait et qui est cette personne. Donc la journée fort rush, on court un peu dans tous les sens, etc. Et à un moment, il faut faire des plans d'une table avec des objets posés sur cette table. Et je demande à ce qu'on rapproche un peu la caméra parce que je trouvais qu'elle était trop loin et je voulais avoir vraiment une vue plus serrée sur les objets. Et il rapproche la caméra. Entre-temps, on sent qu'il y a un peu de tension dans le tournage parce que tout le monde courait dans tous les sens. Vraiment, pour moi, ce tournage, c'est une fourmilière, quoi. Je vois vraiment les gens faire dans tous les sens. Et je dis, ok, c'est bon, on est prêt à tourner. Juste, t'es pas bullé. Et d'une voix venue des enfers, il relève les yeux de sa caméra et fait « Si, je suis bullé. » Et du coup, sur le coup, on s'est regardés tous les deux. On voyait que la caméra était en biais. Et entre-temps, la caméra a été rebulée. Mais donc, si je suis bullé, c'est resté une phrase... ça fait partie des phrases Story Club qu'on se ressort toutes les semaines. Okay. Si je suis bullé. Oui, voilà l'anecdote. Allez, cool. Merci pour les anecdotes. On a un petit jeu à vous proposer. Adrien, est-ce que tu nous réexpliques les règles de ce jeu ? Oui. Il y a longtemps qu'on a joué à ce jeu. Il y a longtemps qu'on y a joué. C'est absolument pas rassurant. Peut-être qu'il y a des cartes qu'on aura déjà eues, mais dans tous les cas, très personnellement, je ne m'en souviens plus du tout. C'est bien ce sens-là, ouais. Je vais faire ça. Oui, je n'ai plus aucun souvenir. C'est une adaptation d'un jeu qui s'appelle... Fish and Cheat. On l'a adapté en Film and Cheat. Du coup. Alors, dans le tas de cartes que j'ai ici devant moi, on va faire un petit test d'abord. On retrouve ici, à l'arrière, une question. Je ne dis pas la réponse. Mm-hmm. Moi, je vais lire la question, mais ici, tous les trois, vous voyez la réponse. Ah ouais, ok. Donc, ici, dans quel film d'animation une scène de danse a été chorégraphiée en motion capture ? Vous avez tous les trois la réponse. Mm-hmm. Il y a un jeton en trop. Ah ben parfait. Donne. Là, vous pouvez prendre un des jetons qui est devant vous. Chacun en prend un et le regarde sans dire à l'autre ce que c'est. Celui qui a le jeton rouge, vu que la réponse ici est en rouge, doit dire la vérité. Les deux autres doivent mentir. Okay. Moi, je dois arriver à déceler qui a dit le mensonge, enfin qui a dit la vérité et qui a dit le mensonge. Donc pour le coup, ceux qui doivent dire un mensonge, partez pas trop loin parce que sinon vous allez peut-être partir trop loin de la vérité et je vais très vite vous déceler, quoi. Ah oui. Ça va ? Okay. On peut partir sur celle-ci. Donc dans quel film d'animation une scène de danse a été chorégraphiée en motion capture ? Benjamin ? C'est les pingouins Happy Feet. Ok. Moi, je pense que... Ah oui, non, c'est déjà raté. Je pense. Ben, c'est pas grave. Peut-être que t'as un bon jeu d'acteur et que... Madagascar. Bah, d'office, c'est Shrek. On se souvient tous de la chorégraphie ouf qu'il y avait dans les premiers films. Au début. Ouais. C'est pas toi, Benjamin ? C'est pas moi. Ok. Kriville, c'est pas toi. Bah, du coup, ce n'est pas toi, Maureen. C'est bien le début, à mon avis, de Shrek. C'était peut-être mon jeu d'acteur, hein, mais... Ah oui, pour le coup. Donc c'était toi, Diane. Ouais. Ok. Et voilà, c'est un peu le but du jeu. L'idée, c'est de bluffer, mais sans aller trop loin dans des explications. Chose que j'ai fait dans un précédent épisode où j'ai menti avec énormément d'explications, mais du coup, ça donnait moins de chance aux autres. Oui, l'idée, les autres, voilà. Là, moi, je ne connais pas le vrai truc, donc je ne sais pas vous expliquer, quoi. Ouais. Okay. On va passer à la suivante parce que Benjamin la connaît par cœur. C'est dans The Office, quelle entreprise dans quelle entreprise travaillent tous les personnages, et Benjamin est fan de The Office. Donc, on a monté une pièce The Office aussi. C'est vrai ? Si. Ah, génial. C'est vrai ? Oui. Moi, je suis aux premières loges. C'était pendant l'école, quoi, pendant la formation. Refais-le. J'ai joué dedans, mais c'était pas moi qui l'ai monté cette fois-ci. Et tu jouais qui ? J'ai oublié son nom. C'est une qui apparaît pas très souvent. Elle est coincée, elle a un bandeau, elle est coincée comme ça. La blonde. Qui apparaît pas très souvent ? Elle apparaît moins que les autres personnages. Angela ?
Oui, je pense à Angela. Ouais. Bon, voilà, pareil. Elle fait pas partie des personnages principaux. Ouais. C'est pas Jim, c'est pas. Du coup, je jouais Angela très rigoureuse, très coincée. Exactement. Tu connais The Office ? Un petit peu, ouais. J'ai regardé. Vous allez voir ma reco est liée à The Office. Et comme ça, vous comprenez où je veux en venir. J'ai un défi dans cette saison de Sous Inspi du podcast. Dans chaque épisode, je dois parler de The Office. Donc là, vous m'avez tendu une perche, mais monumentale. Quoi. Beaucoup trop facile. Diane, tu peux y aller et nous, on prend un jeton. Hop. Alors, quel film a nécessité un tournage sur 12 ans avec les mêmes acteurs ? Tu vas pouvoir changer de question, parce que derrière, ce n'est pas ça. Normalement, la question, c'était le vectorscope, mais du coup, c'était pas ça. Parce qu'on l'a déjà eu, cette... C'est un peu handmade, hein, ce jeu. Mais non, je sais ce qui s'est passé. Il y avait deux décollé cartes. Parce que du coup, la gestion universelle des couleurs, c'est bien... Workflow Access. Ok, bon, je recommence. Vas-y. Quel film a remporté l'Oscar du meilleur film en 2020 ? C'est chaud. T'as vu ton jeton ? Ah non, t'as vu si c'était le vrai ou le faux que tu dois dire ? Vendez-moi du rêve. On peut y aller ? Ok. Vas-y. Parasite. Parasite, ouais. T'as une terme ou pas ? C'est Anatomie d'une chute. En 2020, parce que les deux ont remporté, ouais. C'est... J'ai rien. Le jeu d'accès. Tu es foutu. J'ai rien. Ok. J'étais en train de me dire qu'est-ce que j'ai vu en 2020. Je n'ai pas d'inspi. J'irais effectivement plutôt Parasite, parce qu'Anatomie d'une chute, c'est plus récent. Exact. Yeah. Tout à fait. Oh Ben, tu as... J'ai eu un... T'as eu un pet de cerveau. Ah ouais, là oui. Un vide spatio-temporel. En fait, je cherchais un film. Le gars de Parasite, je n'ai jamais aucun nom. Oui. Je sais pas fort le dans les nom noms. est très long. Il y en a un autre, non ? Oui, mais À son palmarès. je ne sais plus. Il y avait un autre film À son en palmarès, concurrence. il me semble qu'il a un mais autre pas film. en 2020. Mais oui, et en fait, je voulais dire ça, et puis je me suis ouais. rendu compte que je n'avais ni le nom du réalisateur, ni le nom du film, donc là, fini quoi. Ouais. Pour toi, Ben. Erreur 404. Oh oui, là. Voilà. Non, c'est pas ça. Tu ne fais pas partie du podcast, Jérémy. Attends. On vous met une photo de Jérémy du coup. Pour c'est quoi ? Ah oui, pardon, attendez, je vais vous la lire. Ok. Quel acteur portait un masque en latex de son propre visage ? Ah ouais. Ok. Vous me dites quand vous êtes... Ok, moi j'ai. Mais attends, on n'a pas les... Si, moi j'ai déjà pris. Ah j'ai oui. déjà pris. Attends. Pardon, j'étais rapide. Ouais. Pour moi, c'est Ewan McGregor. Ok, C'est Bradley Cooper. ok. Ryan Gosling. Très fort aujourd'hui, le Team Story Club. Ou alors c'est un jeu, ou alors c'est peut-être un bluff. Pour moi, c'est pas Bradley Cooper. Je vois vraiment pas dans quel film. Bradley Cooper, tu m'as dit ? Ewan McGregor. Ouais, et tu m'as dit Ryan Gosling. Ryan Gosling, ouais. Ah. J'ai envie de dire que c'est pas Ryan Gosling. J'ai été un très bon acteur. Je me suis fait avoir. Tu sais qu'on a déjà eu cette question. Mais genre, je me souviens plus du tout. Ah, mais oui, sincèrement, parce la qu'on dernière fois qu'on avait, a joué, on avait potentiellement dit le gars qui a joué dans The Whale. Ah oui, ouais. je vois. J'ai pas le nom non plus. Le Mais mec qui joue, qui a j'étais fait voir au La cinéma. Momie. Oui, c'est ça. Allez, son prénom, mais c'est pas grave. On est tous Non, nuls on pour ne les fait pas prénoms en chier. fait. Ouais. Ah, Oui, moi, oui, c'est. là, Mais moi, c'est reconnu. au-delà des comédiens, des réals, dans la vraie vie, mon entourage, j'ai pareil. Les prénoms. Ah oui, mais moi pareil. À tous les étudiants qui nous regardent, je ne connais pas vos prénoms. Je suis Oui. désolé. On connaît vos surnoms, mais pas vos prénoms. Ouais. Maureen, tu peux prendre dans le tas. Le Je tas prends une de- carte, ouais, hein, ici. c'est ça Et tu nous, Attends, je prends juste celle du dessus quoi. Ouais, juste celle du Exactement. dessus. Ok. et tu nous lis. Ah oui, pardon. Quel réalisateur est connu pour avoir détruit un véritable Boeing 747 dans son film ? Tu montres à tout le monde le dos. Je réfléchis, mais je sais pas. Ok, en plus tu me prends dépourvu, c'est sûr. Stanley Kubrick. C'est Tim Burton.
Et c'est Christopher Nolan. Tu peux dire, toi, je suis sûr que non, si tu veux. C'est pas Tim Burton. C'est pas Tim Burton, effectivement. T'avais aucun autre réel. Mais si, mais j'ai voulu jouer sur... On n'a pas dit que c'était un film d'animation et c'est plus facile de péter un... Un Boeing. T'avais dit qui? Christopher Nolan. C'est pas ça non plus. Si, c'est Christopher Nolan. Ouais. Christopher Nolan, il est connu justement, je crois l'avoir déjà raconté, cette anecdote, mais Christopher Nolan, il est connu pour ne pas trop aimer les effets rajoutés en post-production. Il adore les effets de plateau. Pour le coup, il y a une scène de crash de voiture dans The Batman, et pour ne pas recréer tout ça en digital, il a miniaturisé la voiture la Batmobile, et Excellent. il a fait se crasher dans d'autres voitures en miniature, et ils ont tout filmé en taille réduite. Là, on dit un Boeing, c'est dans Tenet, mais sinon dans le dernier film Batman de la trilogie de Nolan, c'est donc Batman The Dark Knight Rises, il explose aussi un avion en vol, et c'est aussi du vrai pour le coup. Ils font casser les deux ailes, l'avion se retrouve à la verticale, tout ça a été filmé en vrai. Waouh. Donc, Il y avait du budget, quoi. Ouais. mais du coup, qui n'est pas à mettre dans des gars derrière des PC pour les effets spéciaux, quoi. Là, pour le coup, il y a parfois juste une petite corde à enlever ou un truc du genre. Si vous êtes intéressé par des anecdotes de tournage, rendez-vous sur la chaîne Boredom Buster. Plein d'anecdotes de tournage y sont. Et on espère bientôt le retour des pellicules plein la tête, le podcast. Un autre podcast, sur le monde du cinéma. Ok. Hyper intéressant. Enfin, ça paraît un peu fou, en fait. Ouais, mais il y a énormément de scènes. Je crois que vous avez dû certainement le voir tourner pour Inception, cette fameuse salle qui tourne dans tous les sens, etc. Encore une fois, c'est Christopher Nolan, et il est vraiment sur le fait de faire des effets de plateau et pas des effets en post-production, quoi. Ok. Donc, c'est super créatif, hein. Mais il faut savoir le faire. Hein. Ce n'est pas mon réalisateur préféré pour rien, pour le coup. On fait une dernière passe de 2. Vous voulez, on refait un tour ou comme vous voulez? Je sais pas, quelle est la suite du programme? Dis-nous tout. Après, on va parler. Après, on arrivera tout doucement sur la fin. On va parler un peu de ce qui vous inspire au quotidien, un peu les objectifs du moment. C'est quoi votre quête actuelle et un peu les recos. Et puis, on terminera tout doucement, quoi. Ok. Moi, je vous suis. Un petit tour. Allez, un petit tour. Peut-être pas un tour complet, mais encore 2 personnes. Allez, 2 personnes, c'est parti. Très bon comédien aujourd'hui. Tu vas passer plus souvent devant la caméra. Oh là là. Retenir un texte. Quel est le ratio du cinémascope? Ça, tu connais la réponse. Merci. Peut-être que c'était autre chose. C'est du 2,35. Bah ouais. Ah, pardon. Bon, pas drôle. C'est pas grave, celle-là, on la coupera au montage. Quel film a été tourné avec une équipe réduite de 5 personnes? Ça, par contre, je ne connais pas la réponse. Je vous le laisse un peu devant les yeux. Ok, Ben? C'est Clerks. Clerks. Ok. C'est un dîner de cons. Ok. Un jour sans fin. Clerks n'existe pas. C'est si. Ça se dit peut-être pas comme Clerks. ça. On va dire Clerks. Ok, Inconnu au pas... bataillon. Mais non, Est-ce pas que quelqu'un pareil. connaît Pas ce du tout film? ce que c'est. Mais on l'a déjà eu dans un épisode. Ah ouais? Ouais. Mais ça me dit rien du je tout. l'ai pas vu entre temps. Donc en fait, ils avaient très peu la technique et pas beaucoup en diff, et donc ça n'a jamais. Ce film n'est jamais sorti en salle, c'est ça? On va se renseigner un peu. Et les gens. Vous aurez peut-être l'info ici. Vous n'aurez pas l'info ici. Cherchez, vous avez Internet. Diane ou Maureen? Oui, je peux faire. Ou tu as envie de le faire? Non, n'importe. Vas-y. On triche pas. Hein. Toutes les questions ont été écrites par quelqu'un d'externe à Benjamin et moi. Vous êtes prêts? Ok. Quel long métrage est souvent considéré comme le film le plus cher de l'histoire du cinéma? Le plus cher de l'histoire du cinéma. Ouais. Allez-y. Titanic. Ouais, j'avoue que... C'est Pirates des Caraïbes, le 5, jusqu'au bout du monde. Ouais. Avengers Endgame. Non, je dirais sans doute Titanic, parce que c'était vraiment un truc de dingue, si je me rappelle bien.
C'est un truc de dingue, Allez, effectivement, mais c'est pas ça. Allez, sérieux, le plus cher de l'histoire du cinéma. Apparemment. Ok. Pour le coup, avant qu'on joue à ce jeu, je connaissais cette anecdote. Enfin, j'avais cette info. Ah ouais. Et apparemment, c'est encore une fois, il y a énormément de CGI, donc d'effets numériques dans Pirates des Caraïbes. Mais il y a aussi beaucoup de scènes qui ont été tournées dans des gigantesques bassins. Et donc, d'office, ça intègre de l'eau et donc de la machinerie qui doit être liée. Et apparemment, les coûts, même si forcément, je pense qu'il y a un budget effets spéciaux stratosphérique pour ce genre de prod, quoi. Mais c'est fou. Allez, ça vous a plu ce petit jeu? À Vilvoorde, il y a un grand bassin où ils tournent souvent des... Ils ont fait Pirates des Caraïbes d'ailleurs. Oui, à Vilvoorde. Ah oui. Non, évidemment, non. Non, mais c'est vrai, à Vilvoorde, il y a un grand bassin où ils tournent souvent des scènes. Mais je sais plus le nom. Nemo aussi? Oui, au bassin Nemo, oui. Avec une grande profondeur. Ouais. Là. Oui, c'est le bassin Nemo. Et pour le coup, je permets... Ils ont tourné Nemo? Mais non. Non, c'est Nemo 33, un truc ainsi. En tout cas, il y a un numéro qui indique la profondeur du bassin. Ouais, okay. Mais j'en profite pour balancer encore une anecdote de tournage sur Avatar, la voix de l'eau. Donc, il y a beaucoup de parties qui se jouent sous l'eau et les acteurs ont dû réellement jouer sous l'eau. Et 2 anecdotes en découlent. C'est que donc ils ont des capteurs de motion capture, etc. Il y a, alors là, pas le nom de l'actrice, Kate, je ne sais plus comment, celle qui joue dans Titanic justement. Kate Winslet, qui joue un des personnages. Elle a battu un record d'apnée pour arriver à tenir des scènes sous l'eau. Ça, c'est la première anecdote. Et deuxième anecdote, quand ils ont commencé à tourner sous l'eau, ils se sont rendus compte que pour capter les capteurs qu'ils avaient en motion capture, c'était un bordel sans nom, parce que l'eau, elle fait bouger la lumière et du coup, ça a changé tout au niveau des capteurs. Et alors, là, le grand James Cameron s'est mis en quête d'arriver à résoudre ce problème-là. Et alors, forcément, on ne peut pas tendre une toile au-dessus, parce que ça change... La luminosité. Et puis ça ne change rien grand-chose parce que l'eau bouge toujours. Donc finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des milliers de petites balles blanches, semi-transparentes, qu'ils ont mis à la surface de l'eau. Et ça a rendu toute l'eau comme si c'était un grand diffuseur et uniforme. Donc on n'avait plus de diffraction, c'est ça, quand la lumière agit avec l'eau. Et là, les capteurs arrivaient enfin à capter les expressions du visage, etc. C'est dingue. Ils ont dû en mettre beaucoup des boules. Là, pour le coup, quand on les voit en fait sur le tournage, donc les billes, elles sont vraiment de cette taille-là. Ah ouais. Et le bassin est vraiment recouvert de billes comme ça. Donc c'est impressionnant, quoi. Un bubble tea géant. Exactement, c'est ça. oui, tout à fait. C'est complètement fou. Ce qu'on est capable de faire pour certaines prods... C'est épatant. Oui, c'est vrai que... vous savez comment on fait de la neige au cinéma? Parce qu'on a dû en faire sur un tournage. Ouais. De la neige au cinéma, donc maintenant j'ai trouvé le produit exact, donc mais je vais pas partir de ça. Moi, la première fois que j'ai fait de la neige pour une publicité, j'ai ouvert des couches culottes pour enfants. Et j'ai récupéré la poudre qu'il y avait dedans. Et quand on la mouille, elle devient vraiment comme de la neige. Ça devient vraiment une matière identique à celle de la neige, sauf qu'elles ne font pas. Et du coup, on peut tenir de la neige comme ça pendant 3-4 jours sur le plateau sans problème. Donc tu as pété plein de couches culottes pour préparer ton tournage? À mon tout premier tournage, je me suis retrouvé... pour le coup, j'ai pété, à mon avis, entre 100 et 150 couches culottes. Et pour faire les flocons de neige qui tombaient, ça c'était autre chose, c'était du PQ que j'ai dû passer dans un mixeur. Parce que le PQ volait tout pile ce qu'il fallait avec nos grands ventilateurs. Et du coup, on balançait du PQ dans les ventilos et ça marchait super bien, quoi. C'était vraiment des toutes petites particules de PQ comme ça. J'en ai retrouvé pendant des mois et des mois et des mois dans le studio, mais voilà, c'était un peu l'idée, quoi. Et l'idée t'est venue comment? Tu l'avais lu quelque part ou c'est toi qui J'ai testé des trucs, j'adore Ah oui, tu as testé, tu t'es dit un jour je vais mixer du PQ et ça va faire de la Le neige. PQ, avant même de le faire, j'avais aucun doute que ça allait fonctionner. Ok. Les couches pour enfants, j'ai testé 1000 matières et j'ai réussi à faire un truc, quoi. Ok. Ça me fait penser au plaisir jouissif qu'ont les théâtres à nettoyer les plateaux quand il y a des pièces de théâtre où par exemple il neige ou un lancer de paillettes ou
de lancer des riz, tout ce qu'on peut imaginer. Et tous les soirs, il faut récupérer ce plateau. Et j'ai toujours une pensée très, très attendrissante pour ces gens qui bossent toutes les nuits pour faire en sorte que tout soit clean pour la représentation du lendemain. Ah ouais, donc, c'est sûr que... Là, j'étais un one-man vidéo guy, donc moi qui ai mixé, c'est moi qui ai lancé, c'est moi qui ai ramassé. Donc, moi, j'ai connu tous ces postes. Ouais, c'est courageux. On passe à la partie un peu qui est liée au nom du podcast, Sous Inspi. Pourquoi on a appelé ça Sous Inspi ? Déjà parce qu'on parle de nos tafs, on parle de ce qui nous passionne, on parle de ce qui nous anime. Donc on trouve ça assez inspirant et on aime bien la démarche de se nourrir les uns les autres. Et c'est une question qu'on pose à tous les gens qu'on reçoit. C'est quoi qui vous inspire et qui vous drive au quotidien dans vos métiers créatifs respectifs ? Alors ça peut être... une manière de faire, comme ça peut être quelqu'un, comme ça peut être quelque chose, ou une œuvre, ou est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle vous vous raccrochez et qui vous a mené là où vous en êtes aujourd'hui ou... Moi, ce qui m'accroche le plus dans le métier de comédienne, c'est juste de ne pas tomber dans une routine, de faire tous les jours autre chose et d'apprendre en fait tous les jours. Moi, c'est ça, parce que faire tous les jours la même chose, je ne peux pas. Et du coup, le plaisir d'interpréter plein de personnages différents, c'est un gros kiff. Et je voudrais pas changer ça, quoi. Qui peut dire qu'il travaille dans un truc où tous les jours, il fait un autre boulot, en fait ? Ouais. Clairement. Ah, la notion d'apprentissage, moi, ça me parle beaucoup, cette notion d'apprentissage. Enfin, toi aussi, hein, Adri. Oh. Mais je pense que les métiers créatifs, c'est ça, quoi. Ce qui fait qu'on s'ennuie pas dans un métier créatif, c'est que comme tu dis, on doit se mettre dans la peau ou de personnages ou dans des challenges complètement différents d'un jour à l'autre, mais on s'ennuie pas parce qu'on doit apprendre des trucs tout le temps. Et je te rejoins à 100%. Ouais, c'est ça. Du complexe ici de bureau, on est le bureau le plus bizarre parce qu'on peut passer dans les couloirs un jour avec une dizaine de fausses plantes, comme le lendemain on peut passer avec des bottes de carottes, comme on peut passer avec une medicine ball, et les gens se disent mais que font ces gens, quoi. Et à chaque fois c'est ou bien d'un tournage, et effectivement, comme tu dis, il y a rarement un jour qui se ressemble, quoi, dans nos métiers, et encore plus pour vous. Je dirais que moi, ce qui m'anime, et surtout en ce moment, parce que je suis donc dans une pièce qui parle de citoyenneté et de démocratie, c'est de me rendre compte à quel point la culture est un vecteur puissant, émotionnel, et de valeur aussi, et savoir que dans nos métiers, on participe finalement à cette culture qui nourrit les esprits, qui apporte parfois des changements de mentalité, qui permet la remise en question aussi des personnes. En tout cas, personnellement, c'est me dire, j'apporte ma toute petite pierre là, je la mets à l'édifice, et je sais que d'une manière ou d'une autre, j'espère, je participe à la construction de notre société, et j'essaye de l'amener vers quelque chose de meilleur, et avec des valeurs qui me portent, quoi. Quand c'est possible, pour moi, c'est vraiment l'épanouissement complet. Parce que mine de rien, on a la chance de pouvoir être dans un secteur qui est clairement malmené pour le moment, mais qui apporte tellement à notre société. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. On a la créativité, on s'éclate, et en plus, on apporte des choses aux gens. On apporte des émotions fortes, puissantes, on apporte peut-être des connaissances, des informations, et nous sommes ces intermédiaires-là, et on peut en être fiers, quoi. À fond. C'est vrai, c'est sûr et certain. Quand même, combien de gens ne disent pas que leur passion, c'est justement les musées, le cinéma, les séries ou quoi que ce soit. Et au final, sans nos métiers, ils n'auraient pas ces passions-là. Donc c'est trop stylé, quoi. On fait un chouette métier. À fond. Ouais. On a parlé pas mal de Croix-Rouge et même Cité Miroir, ça rejoint. Hein. Nous, on a toujours aussi cette dimension, au-delà de l'aspect purement projet esthétique qui coche toutes les cases par rapport au briefing, il y a aussi cet aspect qu'est-ce que ça véhicule, pourquoi ça nous plaît de le faire. Croix-Rouge, le message qui était derrière, c'est génial, c'est sensibiliser aux gestes de premier secours, c'est super important. Même nous, on s'est rendu compte qu'on devrait se former parce que quand on a des stagiaires, on est prof aussi, si on a un étudiant, et ça nous crée aussi des déclics, et donc savoir que exactement ce que tu as dit, qu'on peut mettre notre pierre à l'édifice, c'est aussi ce qui drive nos projets. Hein, clairement. Pouvoir, à fond, complètement d'accord. Même si le but c'est juste de faire marrer les gens, ça marche aussi. Ouais, mais c'est sûr. Même dans nos spots publicitaires, on essaie toujours qu'il y ait... alors des fois ça se ressent pas dans la finalité, dans le fichier .mp4, mais ça va se ressentir dans le tournage, de comment on a contribué à faire en sorte que le tournage se soit bien passé et que tout le monde en tire un truc positif qu'il va pouvoir repartager après aux autres. Et, clairement. Et que ce soit un peu snowball, quoi. Ouais. À fond. Tellement. Carrément.
Et puis la joie, c'est aussi vecteur de tellement de choses. C'est important pour le bien-être, surtout quand on est parfois dans un contexte un peu anxiogène en ce moment au niveau sociétal. Le fait d'apporter de la joie, mais quel bonheur, quoi. Ouais. Donc même l'humour. On parlait un peu sur l'aspect assez global de ce qui nous drive au quotidien. Est-ce que vous avez des objectifs en ce moment? Toi, j'imagine, Diane, tu nous parlais de la SBL et du projet. Ouais. J'imagine qu'on est en plein dedans, là, pour le moment. Ouais. Là, je suis comme vous. Je suis sur les chapeaux de roue et je sais pas quand ça va s'arrêter. Et donc, ma pièce, donc Un pavé dans la mer, c'est le titre. Là, pour le moment, on sort de résidence. Donc, on a été pendant 10 jours, tous ensemble, bloqués, entre guillemets, dans un lieu culturel. Encore merci à la Fabrique de Théâtre pour votre accueil. Et donc, on est en train de créer, mais il faut aussi trouver des subsides. Donc, on a des deadlines très proches pour déposer des dossiers. Donc, là, on est en recherche de tout, de partenaires, de lieux de résidence. On a besoin de temps, on a besoin d'un peu de matos. Enfin, voilà, ça... Mais ça prend forme. On a du soutien, on a des petits coproducteurs qui arrivent doucement. Et voilà, ça prend beaucoup de temps. Là, j'ai la tête sous l'eau, mais c'est tellement intéressant et passionnant, quoi. Donc voilà, ça c'est ce qui me drive pour le moment. Trop bien. Et toi, Maureen? Moi j'ai un objectif clair, c'est juste continuer à être comédienne et de pouvoir vivre de ça à temps plein, idéalement. Mais voilà, je kiffe. Essayer que ça prenne plus de temps dans le temps que tu disposes et que ce soit en full time, quoi. Ouais, je comprends. Et pour le moment, ça représente combien de temps par rapport au timing que tu disposes? Là, c'est bien équilibré avec mon taf à mi-temps. Et à mi-temps, je consacre quand même tout le reste de mon temps au cinéma. Donc franchement, c'est bien. Mais j'aimerais bien que ça fasse le tout. Ouais, je me doute. Et puis faire des castings, vous savez bien, ça prend énormément de temps. Ouais, à fond. Donc c'est pas parce que je passe pas mes 4 jours qui me restent de ma semaine sur un plateau de tournage que je les passe pas à faire des castings. Bien sûr. Les self-tapes, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ouais, je me suis retrouvée une fois à devoir, c'était pas pour votre projet, à additionner des boîtes, comme je pouvais en équilibriste, tu vois, avec en plus des pots de fleurs renversés, pour pouvoir poser mon téléphone. J'étais seule, donc j'avais pas le choix. Faire en sorte que mon téléphone soit pas trop vers le haut, donc mettre un truc sur le bas, je crois que c'était... un truc de Lego. Je pense que tout le monde s'y reconnaît dans ta situation. Et donc là, tu vois que ton téléphone, il est précaire à mort et que ça va se casser la gueule. C'est sur une table de terrasse, tu dis, c'est pas stable. T'as juste, j'irai 5 minutes avant que le machin s'effondre. T'appuies sur on, tu vois que ton téléphone fait un peu ça, tu fais, ça passe quand même. J'étais là, tout descendu, genre, salut! Et en fait, derrière, t'as tout qui bouge, ça va cracher! Mais voilà, c'est les réalités des self-tapes aussi, quoi. Les backstage de self-tape, ça doit être très drôle. Ouais. Franchement, très très drôle. Ouais, j'ai des amis qui ont même fait ça, ils étaient en vacances et se sont mis dans leur chambre d'hôtel à l'arrache totale, à faire un truc et à imaginer, alors que les conditions n'étaient pas du tout réunies, pour faire un truc pour une assurance, je crois, et ça a fonctionné. Mais tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'on peut faire parfois pour y arriver. D'ailleurs, moi, je les garde toutes dans un truc, un petit stick USB pour rire de mes self-tapes après. Parce qu'en fait, parfois, c'est vraiment tellement drôle et on se dit, putain, il faut mettre sa fierté de côté pour certaines self-tapes. C'est fou. Mais moi, je trouve ça drôle. Après, j'ai des potes comédiennes qui disent non, moi, j'envoie ma self-tape, c'est effacé de la planète. Quoi. Je l'envoie et je veux plus voir ma tête. Moi, je me dis, c'est drôle, en fait. Après, quand ils repensent. Après, moi, je mets des petites musiques d'ambiance derrière parce que j'aime pas quand... C'est vide derrière le son. Je comprends. J'essaye de faire limite un film. Déjà de ma self-tape. Quand je montre mes self-tapes, quand je montre mes self-tapes à mes copines comédiennes, elles disent mais putain Maureen, tu t'es investie, hein. Il y a le décor et tout, il y a la musique. Je dis ouais. Mais moi je les garde après. Bah oui, c'est vraiment cool pour le Par exemple, si je peux dire, il y a 2 semaines, j'ai fait une pub où c'est déjà les pubs pour Noël. Je devais jouer une elfe de Noël. Dans ma self-tape, j'avais mis les oreilles. J'avais mis des faux cadeaux derrière. J'avais mis la musique de Noël. Ma sonnerie de téléphone, c'était un renne qui faisait... Si là, je l'ai pas, je comprends pas. Et du coup, j'ai quand même fait l'elfe. Génial, félicitations. C'était pas des efforts pour rien. Pour les gens qui nous écoutent, qui se demandent, vous pouvez nous expliquer c'est quoi une self-tape ? Ah oui, j'ai l'impression que c'est la nouvelle, je sais pas depuis quand c'est là, mais c'est la façon de fonctionner des agences de casting pour embaucher sans devoir, entre guillemets, inviter les comédiens, comédiennes à venir sur place à l'ancienne pour faire la prestation. Donc c'est chouette parce qu'on reste chez nous,
c'est beaucoup moins chouette aussi parce que nous, on n'est pas habitués à se filmer. Il faut qu'on ait un minimum de matériel. On nous demande parfois des situations où il faut acheter des oreilles d'elfe, il faut acheter des cadeaux, il faut... Je les avais à la maison. Excellent. Il faut se plier au jeu avec parfois des conditions qui ne sont pas optimales pour faire notre casting et envoyer la vidéo. Et donc, c'est commencer à chipoter avec des logiciels pour essayer de couper un peu, pour faire un montage qui soit potable. Donc, en fait, finalement, on oblige... moi, personnellement, vous allez peut-être le savoir, je suis pas méga fan de ça, parce que ça m'oblige non seulement à être comédienne, mais aussi à devenir un peu toucher à tout montage, machin, truc. Ça me dire que je dois acheter du matériel pour que ce soit bien filmé. Et en moyenne, je sais pas combien de self-tape on doit faire avant d'avoir forcément une réponse positive. Il faut en faire beaucoup et ça prend beaucoup de temps. Hein. Oui, tu peux facilement passer de son après-midi pour une self-tape. Ça dépendant de ce qu'il demande, mais ça prend énormément de temps. Et pour avoir peut-être une réponse sur les 10 que tu as envoyés. Si t'es chanceux, Et moi, j'aime pas trop l'idée de self-tape. Je pense que ça a augmenté depuis le Covid. Je peux pas être sûre, mais je pense que du coup, ils ont pris le pli de faire les trucs à distance et qu'il y a moins de casting en présentiel. Et j'aime pas l'idée parce qu'on perd le contact humain et que je trouve ça... Et puis tu parles à ta caméra. Tu peux pas... souvent, ils t'envoient des scènes où tu es à deux. Mais bon, pourquoi partir du principe que tout le monde a quelqu'un à la maison à qui parler ? Non, parfois, moi, je parle à mon mur et... Moi, je me sens... C'est pour ça que je dis parfois, il faut mettre sa fierté de côté parce que tu as l'air littéralement conne devant ta caméra. Mais si tu le caches bien, ça se voit pas. mais toi, tu le ressens quand même. Tu dis, je vois ce que tu veux dire. Je devais jouer une fois une fille qui était en lendemain de veille, un peu défractée, et qui devait... C'était complètement loufoque comme pub, ça avait l'air génial. En gros, un poulet en plastique prenait vie et commençait à danser. Et dans la self-tape, à un moment donné, on est censé, en tant que personnage, rentrer dans le jeu et danser aussi, et s'éclater. Mais il faut que ça ait l'air ridicule. Le but, c'est que ça ait l'air ridicule. Donc, au niveau de ta fierté, tu dis ok, là, je dois tout donner, on y va. Mais allez, faut quand même le faire, Surtout que là, j'étais pas chez moi, donc j'étais en vacances à l'arrache. J'ai demandé à mon compagnon de prendre la caméra. Il devait essayer de pas rire. Et j'ai mis 5 fois la même chanson pour essayer de me lâcher et puis de faire cette self-tape. Et tu te dis, voilà. Allez, un petit moment de honte, mais c'était quand même drôle, on y va. Ce rush existe dans l'univers. Mais c'est ça aussi, parce qu'elle dit elle a son copain qui lui fait sa réplique, mais quand t'as personne, faut chipoter. Moi, j'ai déjà dû envoyer un pote sur WhatsApp pour dire tu peux me faire les vocaux juste de mes répliques, et moi je les colle dans la vidéo, mais parfois ça fait très mécanique. Et moi, du coup, je réfléchis et je m'imagine qu'il répond, donc je réponds à moi-même sans avoir de vraiment quelqu'un qui... C'est un truc de dingue. Donc, parfois, je ralentis la vidéo pour que je puisse coller la réplique dedans. Mais il ne faut pas que je ralentis trop parce que sinon, ça va se voir que j'ai... Et c'est tout un bazar. Donc, s'il vous plaît, essayez de favoriser les castings en présentiel, franchement. Ou sur photo. Mais bon, je comprends que les photos ne soient pas suffisantes. Mais le présentiel, ça reste tellement idéal. Où tu fais un monologue du dialogue. Et t'as l'air d'une folle et tu fais le casting de la folle. Pour le coup, Petite astuce pour faire tenir votre téléphone de pince à linge, ça marche super bien. De pince à linge. C'est ce que j'apprends à mes étudiants. En fait, je l'ai déjà expliqué, je crois, 1000 fois, mais pas à vous. En gros, on donne cours, Benjamin de montage et moi de captation photo et vidéo. Et au dernier cours, avant de les lancer pour l'examen, avant de les lancer pour l'examen, ce moment où ils sont là, oui, mais monsieur, je n'arriverai pas à faire un film, je n'ai qu'un téléphone. Et je fais, attends. Et du coup, je vais chez Action, un petit 15 €, j'achète des pinces à linge, une lampe de poche, du papier cuisson, et je leur dis, maintenant, vous allez voir qu'avec rien, vous savez faire un film. Et donc, en classe, je leur montre comment faire avec 3 fois rien. Et donc, on a fait un trépied pour un téléphone avec un balai brosse et 2 cuillères de cuisine. On a fait un mini trépied avec 2 pinces à linge pour coincer le téléphone. Et ils s'en sont tous bien démerdés finalement. Donc, génial, écoute, je suis preneuse. Je ferai un jour un tuto filmé, je vous enverrai ça. Franchement. Peut-être que le cours de cette année-ci sera filmé, si on gagnera du temps. Merci. On passe aux recos. On vous demande toujours aux invités de prévoir quelques petites recos, une reco par personne.
Adri, Pas moi en premier, Pas toi en premier. je suis désolé. vous avez une reco à nous proposer? Moi, je peux commencer si vous voulez. Moi, la mienne, elle est toute prête. Ok, vas-y. Je l'ai même en physique. Ah. Je suis tombé sur un magazine, je pense que c'est français, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Sick. Et donc, j'ai pris l'édition The Office, évidemment. Cela va sans dire. Déjà, je trouvais que la cover était très chouette. Et alors, c'est un peu les anecdotes de tournage et compagnie sur tout l'univers The Office. C'est un magazine que je connaissais pas. Je sais plus exactement tous les combien de temps ils sortent un numéro. Ce qui est vachement sympa, c'est que la mise en page et graphiquement, c'est très chouette. Ça sort un peu des canevas traditionnels. Il y a un peu de culture cinématographique à partir de la moitié du livre, du magazine. Je pense que le terme exact n'est pas un magazine. Il y a un mot bien précis pour ce type de format que je n'ai pas. Et en fait, ils ont un épisode, un magazine est toujours thématisé. Il y a eu sur les Gremlins, il y a eu sur et donc t'es pas obligé de prendre un abonnement où tu reçois tous, parce qu'il y a peut-être des films ou des œuvres qui t'intéressent moins. Moi, je trouve ça sympa de les prendre. Par exemple, celui sur les Gremlins, on sait plus le trouver, je pense, mais c'est un que j'adorerais. Et pour l'anecdote, ils font toujours un modèle standard comme celui-ci et un modèle hors série. Et pour les Gremlins, soit t'avais un Mogwai, t'avais Gizmo, soit t'avais un Gremlins, quoi. Donc je trouvais ça sympa. Donc je connaissais pas, j'ai commencé à le lire. Les contenus sont très chouettes. Donc voilà, Sick, je recommande de fou. Chouette magazine. Merci. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Moi, pour parler de The Office, il n'y a aucun problème, quoi. Écoute, moi je peux recommander quelque chose. J'ai été cet été à Avignon pour voir des pièces de théâtre. Et il y a une pièce en particulier qui m'a vachement touchée. Je connaissais déjà... l'auteur, parce que c'est Thiago Rodriguez, je sais pas si toi tu connais. Ça me dit quelque chose, ouais. Il a fait L'Impossible l'année passée, et là cette année il a écrit une pièce qui s'appelle La Distance, et franchement elle m'a touchée cette pièce. Je vais pas expliquer parce que je pense qu'alors je vais spoiler et ça n'a aucun intérêt, mais en tout cas la mise en scène est magnifique, l'écriture est magnifique, c'est avec deux personnages sur scène, donc le papa et la fille, et c'est magnifique, j'ai pas d'autres mots. Et donc, il va la rejouer, je pense, à Anvers en octobre, du coup. Okay. Donc, voilà, si vous êtes intéressés, moi, je conseille vraiment. Parce que l'autre pièce, ça, je peux le dire, non, je vais pas spoiler non plus, mais l'autre pièce qui s'appelle Dans la mesure de l'impossible, ça parle de l'aide humanitaire, en fait. Okay. Et c'est magnifique aussi, parce que c'est 4 personnages qui travaillent dans l'aide humanitaire, et tous expliquent, en fait, leur vision de certaines situations, et du coup on arrive quand même un peu à se projeter. Enfin, je vais jamais prétendre comprendre ce que ces gens vivent, mais on a le côté des gens qui travaillent dans l'aide humanitaire, et c'est très très touchant. Et d'ailleurs pendant ma formation on a aussi joué cette pièce, et c'est pour ça que je me suis intéressée à l'auteur. Okay. Et à Avignon j'ai dit je veux aller voir sa prochaine pièce, parce qu'il écrit de manière super, et c'est toujours super touchant. Oui, je pense avoir vu une étape de travail Dans la mesure de l'impossible. Oui. C'est possible qu'elle soit passée à Bruxelles en étape c'est de bien travail. possible, c'est bien possible. Ouais, j'étais assez marquée. Et en plus, pour l'étape de travail, il y avait des personnes de Médecins sans frontières, je crois, ou de la Croix-Rouge, en tout cas des personnes qui sont sur terrain ou qui travaillent dans les bureaux et qui sont en contact avec les gens sur terrain et qui étaient chamboulées par ça. Oui, parce qu'en fait, ils consultent aussi vraiment les gens qui ont travaillé là-dedans pour que ce soit réel, quoi. Ouais, il fait un vrai travail. Il y a 4 personnages, mais ils font quand même un tout. On pourrait très bien jouer la pièce sans savoir qui a dit quoi. En fait, c'est vraiment un tout, et je n'ai pas d'autres mots. C'est très bien écrit, c'est beau, c'est magnifique. Il faut aller voir. Okay. Thiago Rodriguez. Merci. Moi, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de pièces que j'adore. Mais il y en a une que je conseille systématiquement quand on me demande une recommandation. Parce que moi, elle m'a chamboulée, mais vraiment au cœur, quoi. C'est une pièce qui s'appelle Depuis que tu n'as pas tiré, qui a été écrite par Marie Dara, qui est slameuse et qui, si j'ai bien compris, fait une autobiographie. Donc, elle a failli, effectivement... elle a été l'objet d'un... Comment on appelle ça ? Un cambriolage. Donc, elle était serveuse dans un restaurant et un tout jeune a cherché à lui tirer dessus. Et elle raconte
à travers cette scène marquante, traumatisante, elle dézoome et revient sur sa vie. Mais là-dedans, elle nous parle de notre Belgique, elle nous parle de Bruxelles, elle nous parle de Charleroi, de là où elle vient, de l'univers finalement un peu underground. Donc on tombe dans tout ce qu'il y a de plus sombre dans notre pays, mais aussi de plus lumineux. De la détresse de certains jeunes, de la drogue, mais aussi de comment trouver un sens à la vie. Et elle est en duo avec Chloé Dutrèfle, qui est extraordinaire aussi, qui est à la musique. Et ensemble, il y a des parties qui sont improvisées dans la musique. Et donc ça c'est magique, littéralement magique sur scène. Ça envoie du lourd. On sort de là avec une autre vision finalement de notre société, de ses injustices sociales aussi, et finalement du fait qu'on est ensemble dans le même bateau. Et c'est superbe. En tout cas, tu le racontes avec passion, ça donne envie. C'est dingue. Ouais. Cool, merci, je connaissais pas. Avec plaisir. C'est bon, c'est revenu. Moi, je vais vous parler d'une série. Alors, c'est une série, au début où on s'est rencontré avec ma compagne, elle m'en parlait souvent, parce que c'est une grande fan de gastronomie, elle adore manger, etc. Et faire à manger. Ça, pour elle, ça fait vraiment partie de ces points importants de sa vie. D'ailleurs, je dis souvent que ça ne sert à rien qu'on aille au resto parce que je mange excellemment bien tous les jours grâce à elle. J'ai vraiment un resto à portée de main pour le coup. Et du coup, on parlait de The Bear, l'ours. Okay. Du coup, c'est une série qui parle justement de la vie d'un restaurant. Et alors, très drôle, sur les premières saisons, on ne voit absolument aucun client. Tout se passe uniquement en cuisine. Et c'est parfois très frustrant de voir le plat partir et de se dire qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Et en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est ce qui se passe en cuisine. Et visuellement, une claque. Ils arrivent à créer des univers lumineux et des tensions visuelles grâce à certaines mises en scène visuelles qui sont dingues. Les acteurs qui jouent dedans sont adorables et détestables par moments, et ça, c'est ce qu'on adore dans une série. Il y a 4 saisons pour le moment, elles sont disponibles sur Disney+, si je dis pas de bêtises. On est à la 3e, et c'est un petit peu ce truc au tout début, la première saison, les premiers épisodes, ils ne font que se gueuler dessus, mais vraiment que ça. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours besoin de calme et de patience. Du coup, les 3 premiers épisodes, je dis, t'es sûr que tu veux qu'on continue cette série? Et après, je me suis accroché et maintenant, j'adore. J'adore. C'est moi qui suis le premier en rentrant. Allez, on remet un épisode, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Donc, non, vraiment, une super bonne série que je vous recommande. Où tout est chouette dans la série. Ok, génial. Cool, merci. On arrive à la fin de l'épisode. Hein. En tout cas, un très grand merci d'avoir joué le jeu et d'avoir participé. C'est trop cool qu'on ait pu vous recevoir de par vos vies et de par aussi un métier qu'on n'avait pas encore eu dans le podcast. Ouais. Donc c'est trop cool d'avoir pu parler de ces différents aspects qu'on abordait moins souvent. On se retrouve le mois prochain, comme tous les mois, premier lundi du mois. Je vous souhaite une excellente après-midi et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde. À bientôt. Salut tout le monde. Merci. Salut.